En France, depuis quasiment, mais même je dirais adolescent, on se pose pas vraiment la question de qu'est-ce que je veux faire moi. C'est quelle est la bonne filière, qu'est-ce que mes parents me conseillent, puis ensuite quel est le bon boulot qui va me donner une position dans la société, un bon salaire, bla 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 bla. Tu t'imagines pas le nombre de lettres qu'on recevait tous les jours de gens qui voulaient juste aider. C'est pas la bonne porte. Quand tu y arrives, tu donnes 1 an ou 2 ans de ta vie, c'est pas un truc où je vais venir 3 mois, 6 mois, c'est du long terme, c'est un vrai métier. L'humanitaire de crise, ça demande effectivement du courage physique, donc moi je l'ai fait que 2 fois et tous les humanitaires le font tout le temps. C'est des gens qui quand même, c'est un peu comme les militaires, en ce sens, qui s'exposent et qui risquent leur vie dans des terrains compliqués, mais quelqu'un qui a un esprit d'entrepreneuriat, un esprit business, et qui va en Afrique, il y a vraiment un monde d'opportunités énorme en face. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti. Stéphanie Révoal, bonjour, merci d'être avec nous sur Grand Angle Entrepreneur. Bonjour, merci. Donc on a fait la première partie de la vidéo sur la finance et puis on a un peu dérapé sur la politique. Oui. mais c'est pas vide de sens parce qu'en réalité tu es quelqu'un d'engagé. Et justement quand tu as quitté la banque d'affaires en 2003, donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant 2003, allez voir la vidéo sur Grand Angle Éco. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pété les plombs et pourquoi t'as envoyé balader en disant allez finalement ça me va pas? Qu'est-ce qui s'est... Alors il y a eu un pré-événement, c'est quand je suis rentrée dans la banque d'affaires en 93, 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard, j'ai été licenciée de Goldman Sachs. Et en fait, ça m'a vraiment fait repenser à pourquoi j'étais là, pourquoi je faisais de la banque, pourquoi j'avais choisi ce métier-là. Et ça a été assez brutal parce qu'en fait, en France, depuis quasiment, mais même je dirais adolescent, on se pose pas vraiment la question de qu'est-ce que je veux faire moi. C'est quelle est la bonne filière, qu'est-ce que mes parents me conseillent, puis ensuite quel est le bon boulot qui va me donner une position dans la société, un bon salaire, bla 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 bla. Et la vraie question de qu'est-ce que je veux faire moi, plein de gens qui se la posent jamais. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'être virée à 22 ans et du coup de pouvoir me poser cette question-là. J'y suis retournée, mais j'y suis retournée du coup avec une autre mentalité, en me disant ok, c'est un système qui m'exploite, mais je vais donc l'exploiter. Hein, je vais gagner plein de pognon. Ouais, je vais gagner de l'argent pour m'acheter une liberté. La liberté ensuite de faire ce que je veux et pourquoi pas de faire des choses qui me motivent et m'engagent plus. Mais la banque d'affaires, je connais, il y a des gens intelligents, ça m'intéresse intellectuellement. Aujourd'hui, c'est la voie qui va me rémunérer le mieux. C'est alimentaire. C'est alimentaire. Après, franchement, intellectuellement, c'est motivant. Je n'étais pas malheureuse. Mais c'était la voie qui allait être la plus facile, la plus rapide pour atteindre la liberté. Donc, j'y suis retournée. J'ai fait un certain nombre de banques et à peu près à 10 ans de banque d'affaires, c'était ce que je m'étais dit justement en 95. Je m'étais dit, bon, on va faire à peu près 10 ans, puis après on va autre chose. Mais enfin bon, les plans à 10 ans, pas beaucoup de gens les réalisent. Et donc, quand on arrivait à peu près à 10 ans, il s'est passé plusieurs choses de ma vie personnelle et professionnelle et familiale. Ma mère a eu un cancer, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir à la fin de la vie ou des choses comme ça, beaucoup de choses. Et je voulais donc rentrer en France pour être plus proche d'elle. Moi, à titre personnel, j'étais mariée, j'ai divorcé, donc ça remettait en cause tous mes choix personnels. Et mon produit financier, qui était les produits dérivés, connaissait une crise assez profonde à cette époque-là. C'était Enron, 2003. Ouais, 2003. Et donc du coup, bon, c'était plus le moment de rester longtemps, ça allait être compliqué. Donc avec assailli de 3 endroits différents sur une remise en cause à peu près totale de ce que je faisais, c'est là où j'ai tout mis vraiment à plat et en me disant, pour la 2e fois, cette fois-ci, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? La banque d'affaires, donc de gens qui gagnent de l'argent en brassant de l'argent pour faire de l'argent, ne trouvait plus de sens pour moi. Cette déconnexion de cette banque d'affaires du réel devenait vraiment existentielle. Je me suis dit, je m'y retrouve plus, je vais sortir. D'ailleurs, je m'étais dit 10 ans, ça tombe bien, c'est 10 ans, je vais faire autre chose. Et ce vers autre chose, je m'étais dit, bon, je vais monter une entreprise, entrepreneur. Donc là, tu as démissionné en 2003? Oui. Et du coup, tu avais un poste de cadre, dirigeant, j'imagine? Oui, j'étais VP, Vice President. Ça veut rien dire en banque d'affaires, mais sur une carte, ça fait bien. Voilà, c'est ça. Il y en a 7000. Oui, il y en a 7000, on est tous vice-présidents. Bon. Et là, du coup, tu démissionnes et du coup, d'une vie, on va dire, survoltée ou intense, très animée, ouais, tu passes à
Bah rien au début. Voilà. Au début, c'est rien, hein, tu te poses plein de questions, tu sais ce que je vais faire. Et puis je m'étais dit, tout le monde me disait, bah t'as qu'à créer ta boîte. Et Donc, moi tu je reviens en m'étais dit, France, je reviens en France. Et je me suis dit, non, je vais pas le faire parce que je pense que je pourrais. En tout cas, je connais la finance et tout. Et je voudrais m'aventurer, puisque là c'est unique comme moment de vie où la page est blanche, m'aventurer sur là où j'ai vraiment aucune idée si je vais réussir ou pas. Donc j'ai fait l'école de photo. Je suis devenue photographe, donc là, j'ai découvert un univers de la création artistique qui avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant. C'est très, très, très enrichissant, rafraîchissant. Mais photos de quoi? De Ah papillons bah, au début, ou j'ai de- fait une école de photo généraliste, j'ai fait de la photo de studio, j'ai fait du photojournalisme, on nous apprend tout. Après, je me suis retrouvée à photographier des bobines de fil toute seule chez moi, donc tu te dis, tiens, c'est bizarre ce que je suis en train de faire. Et puis après, tu fais de la photo d'actrice, de théâtre pour son book, j'ai fait de la photo de pièces de théâtre aussi. Donc, tu as fait des petits contrats, tu as trouvé des petits contrats Voilà. pour faire la Bah, photographe. comme je suis une entrepreneuse, finalement, bah, c'était mon entreprise. Hein, et puis, contrairement à mes collègues super doués, photographes ultra doués, qui gagnaient pas d'argent, moi, j'étais très moyenne et je gagnais de l'argent. Parce que je savais faire un devis, une facture, je faisais les photos en les temps, tu vois. Parce que c'est ça, hein, quand tu es entrepreneur, c'est pas juste t'es doué, t'as une idée. C'est derrière, il faut faire une boîte. Est-ce que tu es opérationnel? Bah, j'étais opérationnelle, ouais. et est-ce que tu sais me faire une facture, est-ce que C'est ça. est-ce que t'as un compte en banque et ça. Si tu sais pas faire ça, si t'as pas de base dans l'entrepreneuriat en gestion, bah en fait tu peux pas le faire. Tu peux être super doué, être un inventeur de génie, tu gagneras pas d'argent et ta boîte elle tournera pas et ça ne marchera pas. Donc j'ai fait ça un moment et puis ensuite j'ai rencontré mon mari actuel et puis on s'est dit il rentrait tous les soirs. Alors peut-être ça va parler à plein de gens. Quand vous avez votre partenaire qui rentre tous les soirs en vous disant j'en ai marre, j'ai passé une mauvaise journée, nanana, tous les soirs pendant des J'attends mois, la retraite. dites-lui, on va changer quelque chose. Il est temps de changer quelque chose. Donc là, je lui ai dit, écoute, ça va pas, t'as l'air de pas heureux. On s'était dit que partir en mission humanitaire, ce serait génial. Allez, on y va. Et donc, le tsunami arrive, catastrophe monstrueuse sur le Sri Lanka, l'Indonésie. Au sens littéral du terme. Ah bah, C'est le un vrai tsunami Ouais, voilà. de décembre 2004. Et donc, du coup, toutes les forces vives humanitaires basculent sur cette crise absolument sans précédent. Et les autres missions cherchent des gens. Et c'est là où nous, mon mari et moi, donc lui avait fait une école de commerce aussi, de gestionnaire, quoi, on est projetés au Soudan, au Darfour. Et Alors, là, projeté, ça veut dire que vous vous êtes engagé, c'était Action contre la faim, j'imagine? oui, Action contre la faim. Voilà. Et donc, vous êtes pointé au bureau en disant on veut partir et ils Ah bah, vous ont... on a envoyé des lettres de motivation, j'ai actionné tous les gens que je pouvais connaître de près ou de loin qui connaissaient quelqu'un chez Action contre la faim pour qu'on nous explique comment il fallait se présenter et tout. Donc, moi, de toute façon, je m'engage souvent dans des projets fous, mais, et je conseille donc aux gens qui font de l'entrepreneuriat, si vous commencez à réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, arrêtez. L'entrepreneuriat ou tous les projets, il faut pas trop réfléchir, il faut avancer en faisant les choses de manière rigoureuse, réfléchie, en ouvrant un tableur Excel, etc., etc. Mais si on commence à se dire j'ai 1% de chance que ça marche, c'est pas la peine. Il faut pas trop réfléchir. Moi, je m'étais dit, on va partir en mission. Donc l'idée, c'était pas est-ce qu'on va nous prendre. C'est on va partir en mission humanitaire, on va déjà écluser toutes les ONG françaises, on va faire des lettres à tout le monde. Parce que c'est facile d'être embauché pour partir Non, en pas du mission tout, pas du ou tout. il y a une grosse sélection ou comment Ah ça bah il y a une grosse sélection. Déjà, il faut avoir travaillé depuis au moins 2 ans. On débarque pas comme ça, etc. Il faut avoir une valeur ajoutée. Nous, c'était ce côté administration. Moi, je sortais quand même. J'avais fait 10 ans de banque d'affaires. J'étais dans VP, etc. Mais moi, je postulais au poste d'administrateur de base. C'est-à-dire celui qui fait la compta dans l'émission. Il faut avoir de l'humilité aussi quand on Oui, repart. vous êtes reparti en tant que... Bah, après, ils m'ont dit, dire, bon... mousse, quoi. Mousse sur le bateau, quoi. C'est ça. Voilà, après, on m'a dit, moi, je postule pour ça. Voilà. Moi, je dis, voilà, si je peux être utile, je connais rien, je veux bien être administrateur, faire la compta. Et là, ils m'ont dit, bon, t'as quand même fait pas mal de management, t'as 30 ans, tu veux pas plutôt prendre un poste de coordination? Je dis, bah oui, mais si vous pensez que je suis capable, je vais le faire. Mais l'humilité que nous, on avait, c'était de dire, nous, on rentre échelon de base, hein, y a pas de problème. Et puis, on nous a mis un peu au-dessus, tant mieux. Et on est parti au Darfour, et là, j'ai géré, c'était un projet, c'est une petite entreprise, hein, on avait une centaine de personnes, des personnels locaux, des expatriés. Donc là, on s'imagine des opérations sur plusieurs sites, en guerre civile, où tu as des budgets, où tu as énormément de comptes à rendre. Donc guerre civile, ça veut dire qu'il y a des gens qui passent avec des camions et des mitraillettes et qui, Ah oui, oui, voilà, et puis c'est t'as des pas gens qui tirent aussi. C'est pas une image. Ah non, non, bah, quand tu te fais réveiller quoi. le matin à coup de mortier où tu te dis c'est un entraînement ou c'est vrai, tu te dis ah oui, je suis quand même dans un contexte de guerre C'est le civile. Darfour, quoi. Voilà, c'est voilà. ça. C'était pas... Et puis après, je suis allée au c'est- Liban où là, les bombes, elles tombaient vraiment.
Donc non, t'es quand même dans un contexte compliqué. Stressant. Il fait très 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 chaud, tu manges très très mal, tout le monde est malade, c'est la charia qui est appliquée. Alors la charia, la charia, ça veut dire juste loi au départ. C'est une loi islamique, elle est assez dure sur par exemple la consommation d'alcool, etc. Mais enfin, au Darfour, par rapport à d'autres endroits, on coupe pas les mains, on lapide pas, c'est pas comme ça. Et les femmes sont voilées d'un voile coloré sur la tête. C'est plus soft qu'en Arabie Saoudite. Ah oui, rien à voir, voilà, c'est ça. En Arabie Saoudite, c'est une petite place où tous les vendredis matins, je crois, ils coupent les mains. Quoi. Donc oui, voilà, c'est ça. Et on est très proche des Saoudiens. Ouais. Voilà, ça questionne. Mais bon, je suis allée là-bas et j'étais en charge que tout se passe bien. En mode entrepreneurial, quasiment à la hussarde. C'était dans l'entrepreneuriat où tu as des gens qui sont kidnappés à un endroit où tu n'as plus de contact avec ton équipe depuis plusieurs heures. Tu lâches tout, tu contactes le chef du rebelle de telle zone, puisque c'était contrôlé par un rebelle, pour leur dire qu'il faut qu'ils libèrent nos gars. Enfin voilà, tu gères des crises. Comment ça se... Enfin, pourquoi aller là-bas et comment ça se gère? Parce que c'est quand même pas... Enfin, là, c'est... C'est un peu extrême, comme... Ouais. Parce que le sens, parfois, tu vas le chercher en étant en contact le plus possible de choses qui sont importantes. Et l'humanitaire de crise, ça demande effectivement du courage physique. Donc moi, je l'ai fait que 2 fois et tous les humanitaires le font tout le temps. C'est des gens qui, quand même, c'est un peu comme les militaires, en ce sens, qui s'exposent et qui risquent leur vie dans des terrains compliqués. Bon, il y a la dose d'adrénaline qui va avec, ils vont chercher ça aussi. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Là, pour le coup, tu es en contact direct avec le sens de ton action. C'est-à-dire que ce que tu fais va sauver des vies. Mais tu te demandes pas à quoi ça sert ce que tu fais le matin, quoi. Ah bah non, tu peux pas. Le matin, tu te lèves, tu as des gens qui c'est très concret. Voilà, tu donnes de la bouffe. Enfin, c'est très, très concret. Donc, tu le fais parce que t'es mu par une envie d'impact, d'action. Et puis aussi, tu vas t'y retrouver toi. Enfin, moi, je suis partie là-bas parce que je suis curieuse des autres, j'aime l'altérité des autres cultures, des autres pays, et que chaque fois que je vais dans un nouveau pays, un nouvel endroit, parler à des gens... Ils parlaient français au Darfour? Non, ils parlent arabe. Et donc, du coup, ça s'est bien passé? Ouais, en anglais. Je ne parle pas arabe, alors j'ai appris des petits mots arabes de circonstances. Pas tiré, non. Non, c'est plutôt bonjour, ma fille mouchkila, il n'y a pas de problème, faddal, enfin des choses. Et puis toutes les abdulillah, barakallah, mashallah. Ça, c'est tout ce qu'on se dit pour dire bonjour pendant longtemps. Dieu est grand, Dieu est miséricordieux. Voilà. Et alors là, du coup, les débuts, globalement, tu restes enthousiaste et convaincu, tu te dis je suis à ma place, je suis utile dans le monde, j'en chie, mais c'est pour la bonne cause, quoi. Oui. Voilà, c'est vraiment... Ouais, tu dis vraiment ça, quoi. Tu te dis, tiens, là, ouais. Donc, quelque part, c'est chouette. Mais j'ai adoré cette expérience, c'était transformant au niveau humain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un monde au-delà des frontières françaises, et même au-delà de l'Espagne, au-delà de l'Europe. Il y a un monde, et ce monde, quand on le voit avec la télévision, on le voit avec un biais énorme. Effectivement, quand on voyait le Darfour à l'époque, c'était l'époque de George Clooney qui faisait tout un ramdam sur le Darfour. Il y avait énormément de concentration médiatique, et c'était catastrophique. Naturellement, quand tu y vas, tu te rends compte que c'est dur. Mais surtout, il y a de la vie, il y a des mariages, il y a de la joie, il y a des enfants. Et que la résilience de ces gens qui sont dans une très grande précarité, très grande pauvreté, qui ont subi vraiment des choses très dures, elle est bluffante. Qui, ici en France, pourrait vivre ce qu'ils vivent et se relever comme ils se relèvent. Sans doute que face à l'adversité, on le ferait. Mais enfin, ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, et heureusement. Là-bas, voilà, il faut tenir, et ça, c'est un énorme respect pour ces gens qui vivent ces crises-là. Et puis, ce monde est là aujourd'hui. Autre petite parenthèse, quand j'étais présidente de la Seconde Affaires, je suis allée dans le Kurdistan irakien et j'ai parlé avec les populations yézidis. Donc, les populations yézidis pratiquent un islam très, très ancien. Et c'était les populations qui étaient esclavagisées complètement par Daesh. Donc les femmes étaient des esclaves sexuels et les hommes servaient d'animaux de trait pour les champs. Enfin, ils ont été particulièrement touchés. Et quand on s'assoit sous la tente dans un camp et qu'on raconte tout ça, c'est des moments de contact humain, de vie qui sont uniques
J'ai une chance inouïe d'avoir pu être au contact de ces gens. Je prends leur histoire, ensuite je la transmets et on avait des opérations d'aide à ces gens. Mais il se passe des choses. Il se passe des choses sur les Ouïghours, on le sait maintenant. Il se passe des choses sur les Rohingyas. Les Rohingyas, ça faisait depuis les années début 2000, 2005 à peu près, ou même avant, oui, de 2005 à peu près, que Alexandre contre la faim connaissait cette situation. C'est des gens qui n'ont plus de nationalité, qui sont des musulmans, qui ont été rejetés de Birmanie et qui sont pour beaucoup au Bangladesh de l'autre côté, qui est un pays musulman pour le coup, mais qui les déconsidèrent. Et c'est des gens, il y a des jeunes de 25 ans qui sont nés dans un camp, dont la vie, l'horizon de vie, c'est le camp. Parce qu'ils ne peuvent aller nulle part ailleurs. Donc je pense qu'il nous faut revenir de temps en temps, pas tous les jours, hein, mais sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. Parce que la France, on a déjà, on est chance inouïe d'être né là, avec le système qu'on a, qui a été construit par nos ancêtres. Donc merci. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le monde et par rapport à ma situation, est-ce que c'est pas trop différent de nous pour qu'on puisse l'imaginer? Enfin, moi, je veux dire, qui n'ai jamais mis les pieds en Richard, Afrique. Tu te retrouves dans ce camp-là, en face de toi, tu as une femme, un homme, tu regardes dans les yeux. Tu n'as même pas besoin de parler le même langage. Pour les Français de France, pour les gars comme moi là, qui sont en France, quand ils ont leur boulot... Est-ce que tu donnes à des ONG? Hein? Tu donnes un peu à des ONG. Ma femme a fait ça. Ouais. Bon, bah, voilà, elle s'en occupe. Mais même ça, je ne saurais même pas dire à qui, en fait. Oui, bon. Parce que c'est elle qui fait. Oui, peut-être, mais tu le fais. Tu le fais. Donc, en fait, tu t'intéresses déjà à ce qui se passe. Alors, des fois, c'est lointain parce qu'on fait des dons ici et là. Parfois, ça va lire les journaux et se préoccuper. Parfois, c'est signer des pétitions. Parfois, c'est descendre dans la rue pour aller un peu plus loin sur certains sujets. Et il y a plein de niveaux d'engagement possibles. Mais la pire des choses, c'est le désintérêt. C'est l'égoïsme et le repli sur toi. Il n'y a plus que soi qui compte et le reste, je m'en fous. Du moment que c'est loin, ça n'existe pas. On ne demande pas, je ne demanderai jamais aux gens de se lever tous les matins en se disant il faut absolument que j'aille sauver ci ou ça. Non, j'ai conscience que ça se passe. À mon niveau, déjà je sais, et puis à mon niveau, je fais quelque chose. Et après, donc, dans cette phase humanitaire, à un moment, on expliquait que, alors, en tant que gestionnaire, il y avait des choix qui étaient quand même pas simples à trancher. Et là, ça te met aussi en face d'une réalité que j'appelle la rareté. C'est-à-dire qu'on a des ressources limitées, on a des moyens limités. Tout à fait. Et alors en général, les patrons, c'est plus est-ce que je lance le projet A ou est-ce que je lance le projet B, quoi. Mais bon, le style, on crée plutôt des stylos ou plutôt des tailles-crayons. Donc là, c'est pas la même chose. Tu es dans l'humanitaire. La ressource rare, bien sûr, de l'humanitaire, c'est l'argent et les ressources humaines. On a deux ressources rares qui sont très difficiles à trouver, et l'une et l'autre. Et quand tu as des choix à faire par rapport à et en face, tu as des besoins monstrueux. Donc en fait, tu dois toujours faire des choix et jamais tu ne couvres tout le problème. Tu peux pas. Donc du coup, quand je parle du grand problème, c'est les vies humaines. Donc là, tu es quand même sur des choix extrêmement difficiles. Le choix le plus dur que j'ai eu à faire, c'était qu'on avait une opération en dehors, un peu éloignée, dans une autre région de celle où on était basé. On avait un centre de renutrition infantile, donc là on récupère des enfants qui ont été sévèrement dénutris, du fait que leur maman était tellement mal nourrie elle-même qu'elle n'arrivait pas à l'allaiter, et qu'il n'y avait pas de substitution aucune à l'allaitement de cet enfant. Et donc cet enfant arrive dans un état très dégradé, totalement dénutri dans ces centres, et il y a des méthodes. Faut surtout pas faire de perfusion, par exemple. Faut donner ce lait enrichi par une sonde gastrique pendant un certain temps, jour et nuit, toutes les 5 heures. Donc il y a tout un protocole, mais on les sauve. Et ces enfants arrivaient, alors il n'y en avait pas 100, mais il y en avait 5 par semaine, 30 par mois, etc. Donc c'était 30 vies. Puis, et pas de séquelles après, ils grandissent bien, ils sont sauvés, quoi. Alors pour certains non, mais la majorité oui, parce qu'on arrive quand même à le faire bien, du moment que c'est pas trop avancé pour que le développement du cerveau et du corps soit pas impacté. Mais oui, ça marche. Et donc l'idée, mais ça demande beaucoup de gens. Un tout petit bébé, pour le sauver, il faut des gens le jour, la nuit, donc il faut des infirmiers, il faut un pharmacien pour les médicaments, il faut un logisticien pour les tentes, donc il n'y a pas moyen de réduire, quoi. Ça c'est le minimum, quoi. Tu peux pas, tu as toute une logistique autour qui est très, très importante et très coûteuse. On avait 3 expatriés, on avait plusieurs bagnoles, parce que dès l'instant t'es expatrié, il faut avoir la bagnole pour les sortir et une bagnole de ressources, donc t'as toujours 2, il faut avoir des gardiens, il faut avoir une maison. Vraiment, c'est beaucoup. Et ça coûte très cher. Bon.
De l'autre côté, on identifie, on le savait, mais bon, on est interpellé par les populations qui nous disent, là, on a un manque cruel d'eau, et là, on est sur des milliers et des milliers de gens qui n'ont plus accès à l'eau pour diverses raisons, et on est capable, nous, de donner de l'eau à des milliers et des milliers de personnes. C'est le même prix. D'un côté, le centre nutritionnel, 30 enfants par mois, et de l'autre, faire des puits pour toute une région et des milliers de personnes. Donc là, qu'on en revient à Bentham et l'utilitarisme, en disant avec 100, j'en sauve 1000, et avec 100, j'en sauve 10. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Donc on a discuté tous ensemble, et on a décidé de fermer le centre nutritionnel pour faire le programme eau. Donc, je condamnais à mort peu ou prou 5 bébés par semaine. Ouais, voilà. Donc j'étais avec les infirmières qui étaient en plus en prise directe avec le programme. Et c'était, les médecins sont, et les humanitaires, notamment dans le médical, sont vraiment sur cette logique de chaque vie compte, il faut sauver chaque vie. Et donc, du coup, quand tu leur dis on va arrêter de les sauver, tu choques énormément. Mais bon, on a beaucoup discuté, c'était pas une décision autoritaire, on a beaucoup discuté les tenants, les aboutissants, du ci, de ça, et puis les moyens de substitution. On a essayé bien sûr de continuer à faire tourner, c'était adossé à l'hôpital, ça faisait des années qu'on était aux côtés des gens de l'hôpital pour leur montrer comment faire, donc on pensait que c'était quand même possible que ça suive. Donc en fait, on n'a pas juste lâché, on a fait une transition, mais on se doutait que la transition allait peut-être pas apporter les mêmes effets, mais on a pris cette décision à la fin décision la plus dure, sans doute, que j'ai jamais prise. Ouais, parce que c'est de la gestion concrète, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les qualités de gestionnaire développées chez Goldman Sachs et JP Morgan, ça peut servir à sauver des gens au Darfour, au Sri Lanka ou je ne sais où. Ah bah c'est essentiel. En fait, c'est les mêmes bases. C'est les mêmes bases. Moi, c'était chaque dollar, fallait justifier, etc. Fallait être aussi frugaux que possible, aussi rigoureux que possible, pour qu'ensuite on ait de plus en plus d'argent parce qu'on faisait du bon travail avec énormément d'impact. Et là, on se disait aussi qu'avec un programme à plus fort impact, ça permettrait d'avoir plus de financement et donc de faire encore plus. Donc oui, c'est la... De toute façon, moi je pense, on en revient aussi à notre podcast premier sur la finance. Il y a la finance de marché, mais il y a la finance de base, la finance d'entreprise. Si t'es pas équipé de méthodes de gestion financière, en fait, tu peux quasiment rien gérer, j'ai envie de dire. Enfin, je veux dire, tu peux pas gérer tes vacances, tu peux pas gérer ton budget de ton loyer. Enfin, il faut équiper, d'ailleurs, les enfants au départ avec ces notions-là, pour qu'ensuite les gens puissent faire les bons choix et avoir ce qu'ils veulent avec l'argent qu'ils ont, sans arriver dans des situations où ils vont en condition de surendettement, etc. Donc c'est les mêmes bases. D'ailleurs, dans l'humanitaire, est-ce que ça fait partie de l'humanitaire de mettre des marchés financiers, des marchés économiques en place dans les pays après une guerre? Pas fondamentalement humanitaire, mais utile au niveau développemental. Parce que si on veut que ça reprenne, il faut un système financier. Ah bah moi, ça fait maintenant, une fois que j'avais fait ça, ensuite j'étais ambassadrice et ensuite j'étais secrétaire générale du sommet Afrique-France. Et ma philosophie, c'était de dire, il faut construire des économies locales. Donc des économies locales, ça passe nécessairement par les systèmes de formation, les systèmes, l'analyse des marchés, enfin marché au sens juste le marché de telles céréales, etc. Ouais, de la patate, de base, exactement. Et puis bien sûr les financements. Les financements, les structures de financement. Et il y avait plein de choses qu'il fallait arranger, mais puis, notamment le système d'actionnariat, comment on finance le cultivateur, comment tu régules, enfin tout quoi. Et comment tu dérisques. Il y avait vraiment ce sujet dans ces pays du risque. Donc t'as de l'argent, beaucoup d'argent, et t'as pas assez d'appétence au risque. Donc en fait, les gens maintenant commencent à se dire, faut dérisquer. Moi, je dis autre chose. C'est-à-dire pas assez d'entrepreneurs ? Non, c'est le pays. Le pays, la devise, et bien sûr ensuite le projet. Mais même quand t'as un bon projet, soit en France ou dans un pays par exemple africain, tu vas te dire, en France, j'ai déjà une régulation qui va faire, j'ai des assurances, et puis ma monnaie, ça va être l'euro, et puis il y a des sociétés à responsabilité limitée, les pertes vont quand même être limitées, tu vois, t'as tout un système qui protège, juridique, réglementaire, financier. Et puis parfois, dans certains pays, tu te dis, tout ce que je vais mettre, je peux tout perdre en fait. Il y aura pas de système d'alerte, tu vois. Donc en fait, oui, il y a du risque systémique à un pays. Et ça, c'est un discours qui est entendu. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait plus d'entrepreneurs ou moins d'entrepreneurs dans l'âme dans un pays ou par rapport à un autre?
Ah Est-ce qu'il y en a bah, plus au Sri Lanka qu'en France ou en Asie ou j'en sais rien? moi, le continent que j'ai le plus exploré et dans lequel je suis plus allée, c'est le continent africain. Et sans nul doute, l'esprit d'entrepreneuriat est d'une puissance monumentale en Afrique. Alors raconte, parce qu'on a cette image un peu de l'Africain sous son baobab qui attend que le soleil se couche, quoi. Oui, oui. C'est un cliché absolu, je le dis, mais voilà, bien c'est sûr. quelque Non, chose mais que attends, la il y en tête- a. La palabre fait partie d'une culture essentielle. Alors, la palabre, ça Afrique, sert, c'est un bien organe sûr. démocratique. Oui, mais c'est quand c'est Mais- tous les jours Ouais. que les femmes, tu te dis, Elles sont, à un moment donné, tu pourrais venir ramasser le bois, s'il te plaît. Mais bon. Arrêtez de palabrer. Non, mais il y en a, hein, des systèmes, notamment très patriarcals, où c'est vraiment la femme qui fait tout. Mais nécessité fait loi. Donc, en gros, dans ces pays-là, si tu n'es pas entrepreneur d'une manière ou d'une autre, de toute façon, t'as pas de système de protection sociale, de sécurité, de RSA et j'en passe, pour te soutenir. Donc, t'es bien obligé. Donc, en fait, ils entreprennent en continu. Un exemple vraiment le plus frappant, t'arrives, tu montes un camp. 1 jour plus tard, t'as la dame qui vend son thé. Et le prix, il est nanana. T'as le charpentier qui a commencé à couper du bois pour faire des planches pour la rigole d'eau pour passer au-dessus. T'as le gars qui fait du blé pour faire les maisons, les toits, etc. Mais tout de suite, la chaume, etc. Tout de suite. T'as le marché de la viande, etc. Tout de suite. Donc en fait, au lieu de se lamenter pendant je sais pas combien de temps, ils vont immédiatement entreprendre. Immédiatement. Bon, ça, c'est la version camp de réfugiés. Et puis, tu as la version urbain. Urbain, tu as un jeune qui est là, il va poursuivre plein de projets à la fois, et puis, entre-temps, il va, le soir, avoir une moto pour faire moto-taxi, tout en poursuivant le master à l'université de machin, tout en, avec un copain, avoir une vente du café qui vient de sa région, de son village d'origine. Et ils ont plusieurs métiers, plusieurs business à la fois. Alors comment ça se fait que, entre guillemets, ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que l'Afrique n'a jamais émergé en tant que... Enfin, l'Afrique, c'est une connerie, ça n'existe pas, l'Afrique. On est d'accord. Mais pourquoi je est-ce que des pays d'Afrique n'émergent pas en tant que puissance comme l'a pu faire la Chine en Asie ou le Japon? Parce que le Japon, ils sont repartis de très bas. Hein. Oui. On les a nivelés par le bas, c'est de le dire. Oui, donc comment ça se fait qu'en Afrique, il n'y ait pas ce ressort? C'est quoi le frein, le plafond de verre ou le truc déjà, il y en a. Hein. Je veux dire, le Nigeria aujourd'hui, c'est 100 millions d'habitants, une force de frappe économique énorme. L'Éthiopie, c'est 100 millions d'habitants aussi. Il y a beaucoup d'argent. Il y a des milliardaires africains aujourd'hui qui sont extrêmement oui, mais dans les puissants. puissances, dans les classements mondiaux, les pays d'Afrique sont pas très hauts. Quoi. Parce qu'on regarde le PIB par habitant et comme il y a une énorme démographie, forcément, ça te donne une impression de pays pauvres ou en état en voie de développement. Qu'est-ce qui donne cette impression? Le PIB par habitant. T'as des pays avec énormément de gens et tu as des régions, c'est vrai, rurales très pauvres. Mais tu as des centres économiques, tu as beaucoup de disparités. Donc du coup, ça cache un peu le succès de certains entrepreneurs. Tu vas prendre au Nigeria en particulier, Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche de tout le continent, qui est un milliardaire, qui est reçu par les chefs d'État du monde entier. Quand il veut, il a été reçu par le président Macron et il a été reçu par Boris Johnson pour savoir où est-ce qu'il allait implanter son siège européen. Et il y en a plein. Tony Elumelu était à l'événement Ambition Africa. C'est quelqu'un qui a une banque et qui a un programme pour soutenir les entrepreneurs africains. Donc déjà, tu as des success stories. T'en as pas des milliards, mais t'en as plein et tu as des boîtes africano-africaines qui sont des grands succès. Dans le domaine des services, dans le domaine du ciment, dans le domaine de la téléphonie, etc. Tu as l'Afrique du Sud, qui quand même est un pays qui est pour le coup comparable. Hein. Alors, ils ont des fragilités internes qui sont politiques. Tu as eu aussi la fin de l'apartheid avec un gros réajustement toute la période Nelson Mandela, etc. Du pouvoir noir, hein, parce que le Black Business Council, enfin, tu as une volonté de remettre des Noirs dans les systèmes de gouvernance et les postes à pouvoir en Afrique du Sud. Donc, il y a des ajustements qui sont en train de se faire, mais tu as une économie, bon, elle est volatile, mais qui existe et qui est très forte. Je te passe le Caire, etc. Donc déjà, quand même, il faut un peu arrêter de dire c'est le continent de la misère, c'est juste pas vrai. Numéro 1. Et numéro 2, en fait, tu as toute une dynamique actuelle qui n'est pas connue du grand public, mais qui existe véritablement, qui est la force de développement par l'entrepreneuriat, notamment dans le numérique. Ça, c'est une évidence. T'as plein de choses qui viennent d'Afrique. Le paiement par le mobile money, le paiement par téléphone, vient d'Afrique, au départ.
C'est là où ça a été, parce que comme t'as pas de banque, encore une fois, c'est quand t'as une situation, t'as une innovation, il va y avoir des sauts quantiques comme ça qui se passent en Afrique et qui vont venir chez nous. Ça, premièrement. Deuxièmement, tu as tout ce qui est, par exemple, gestion grâce au digital communautaire des déchets. On va y venir. Parce que nous, on prend tous les déchets, on mélange tout, on fout ça dans un incinérateur, et puis après, enfin franchement, on est, de ce point de vue-là, c'est un énorme gâchis. Tu devrais trier, on trie de plus en plus, mais plus tu tries au départ, et c'est ça ce qui se passe en Afrique, hein, dès que tu as le marché, on va faire l'organique, le plastique, le recyclage, ça. Ah, ça, c'est beaucoup la France, hein, parce qu'en Suisse, la déchetterie, le samedi matin, c'est Ikea. Hein. C'est-à-dire que, non mais, Ah ouais. les poubelles sont payantes, il n'y a pas de ramassage, tu te démerdes avec tes déchets. Et la poubelle ménagère est payante. Et ensuite, tout ce qui est trié, c'est gratuit. Donc, bah, là, ça Fais trie. gaffe, Hein. bah ouais. Mais Seulement, tu vois, c'est entre guillemets, enfin nouveau, pas nouveau de hier, mais cette prise de conscience du fait que les déchets ont une valorisation et qu'il va falloir qu'on les trie. En fait, il y a eu le compost des campagnes, on a tout de suite compris que les déchets organiques avaient une valeur. Ensuite, on a urbanisé, puis on a mis tout à la poubelle comme ça. Puis là, on revient vers les déchets ont une valeur. En Afrique, les déchets ont toujours eu une valeur dès le départ et ils ont déjà organisé les circuits en conséquence. Cette frugalité urbaine, ce logement durable du point de vue énergétique, cette récupération des eaux, etc., les exemples de villes durables peuvent éventuellement venir d'Afrique. Je te cite un truc, la voûte nubienne est une méthode d'habitat à base de terre qui en fait t'as plus besoin de clim et t'as plus besoin de chauffage. Parce que en fait il faut revenir aussi au bon sens et ce bon sens-là, bah, il vient parfois de nos ancêtres chez nous en France. Moi j'ai une maison dans le sud, les murs ils ont ça d'épaisseur. Pourquoi? Parce que dans le sud il fait chaud et quand t'as un bon mur de pierre comme ça, tu as de la fraîcheur à l'intérieur. J'ai pas de clim. Hein. Et du coup, il y a des choses comme ça qui viennent d'Afrique et qu'on va pouvoir réinterpréter. Donc, tu as une vitalité d'innovation dans le digital, mais aussi dans la manière de vivre, dont on va s'inspirer, je pense, à des moments donnés. On a une chance, nous, la France, pour moi, j'estime que c'est une chance, c'est ce lien avec un certain nombre de pays africains, bien sûr, notamment francophones, mais on l'oublie et on a une porosité avec ces pays qui devraient nous projeter dans le 21e siècle, puisque eux vont l'être, peut-être même parfois avant nous. Et il y a des choses à faire en matière de partage d'innovation et de compétences. Donc toi, tu nous dis aujourd'hui que beaucoup de pays d'Afrique émergent. Alors, on parle pas du Congo où c'est une misère absolue parce que bon. Pas du tout. À Kinshasa, c'est très vivant et tu as énormément d'entrepreneurs congolais. Il y a pas plus. À Goma, par exemple, c'est compliqué quand même. Bien sûr. Ah ouais, je te taquine. Mais ça fait longtemps quand même que les guerres du Congo sont terminées et puis la nouvelle élection du président Tshisekedi a plutôt amené une sorte de paix. On avait peur que ça reparte comme en 14, ça repart pas. T'as tout l'est du pays qui est effectivement très compliqué, notamment les Kivu, etc. C'est vrai. Mais... Dans le parc des Virunga, il y a quand même t'as du terrorisme, des milices de djihadistes qui se promènent et qui flinguent les... Bon, bien sûr. Je dis ça parce qu'en plus, c'est tellement grand le Congo. Si tu prends Kinshasa en face de Brazzaville, tu vas avoir beaucoup d'activités. T'as des golfs, t'as des hôtels, les gens vont... Tu vois. Donc en fait, il y a... L'Afrique n'est vraiment, quand on la voit de loin, et je suis en partie responsable de ça en fait, parce que quand j'étais chez Action contre la faim, je devais projeter cette image misérabiliste de l'Afrique pour faire rentrer de l'argent. Et on s'est posé la question 1000 fois en se disant mais il faudrait qu'on monte l'Afrique autrement. On a essayé toutes sortes de campagnes, ça marche pas. Ça marche pas, on devait pas perdre 5 ou 10% des dons, on perdait 50% des dons, c'était irresponsable. Mais oui, ça marche pas. Le positivisme... s'ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin de nous. Voilà, c'est ça. On va pas donner à un mec qui a pas besoin. Exactement, ce qu'il a besoin. Mais il a besoin... En fait, si on voyait... On n'est pas habitué, hein, parce que c'est une drogue dure. Hein, le sentiment d'être Dieu et de sauver des vies, c'est une drogue dure. Donc en fait, quand tu donnes tes 10 € et que tu sauves la vie d'un enfant décharné, c'est le sentiment, c'est vraiment ton shot énorme de j'ai sauvé une vie et tout. C'est très fort ce que tu ressens. Puis tu te sens vraiment utile et ton argent, tu le donnes. Et en plus, c'est pas faux, c'est pas mensonger quand il y a des on le fait, bien évidemment, c'est ça qu'on fait à la fin du fin. Mais si tu dis, bon, maintenant, on l'a aidé à survivre, cet enfant, maintenant il devient entrepreneur, et si vous voulez pas que il redevienne pauvre, ou bien qu'il migre, ou bien qu'il soit ça peut marcher aujourd'hui. Si vous voulez pas qu'il migre, donnez de l'argent. Ah bah, en tous les cas, il y a un sujet de développement des économies locales. Et ça pose le sujet de l'aide au développement aussi. Est-ce qu'on en fait? Si on continue à faire, et c'est nécessaire, on fait des puits, enfin il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi ce volet développement des économies africaines locales, par le biais notamment de la finance, mais aussi des filières industrielles.
avec de la formation, de l'emploi, etc. Ce sera une antidote fabuleuse au départ des forces vives dans les pays africains qui veulent garder leurs jeunes, bien sûr, qui migrent ensuite, vont chercher l'Eldorado européen qui les accueille pas du tout comme ils l'avaient imaginé. Et puis, c'est l'antidote à la pauvreté, c'est l'antidote au maltraitement des femmes et des enfants, parce que dans un État qui prospère, tu peux faire monter les droits, parce qu'ils sont de mieux en mieux compris comme étant une valeur ajoutée, plutôt que de dire à des gens absolument miséreux, il faut défendre les droits. Non, mais attends, moi déjà, je voudrais savoir ce que je mange ce soir. Enfin, c'est pas les mêmes préoccupations et il y a pas de. On a l'air d'être des Européens droits de l'homiste. Je suis une droit de l'homiste sur le sens noble du terme, mais je pense que tu défends les droits quand tu les ancres de manière locale, avec la culture locale qui accepte ou pas certaines choses. C'est pas une imposition. C'est un dialogue pour montrer la valeur ajoutée que ça peut apporter à n'importe quelle culture. Moi, j'aurais envie de dire, si on veut que les gens investissent en Afrique, il faudrait qu'il y ait une rentabilité, c'est-à-dire... Énorme, la rentabilité. Non, mais trop de risques. Hein? Trop de risques pour eux. En fait, moi, je trouve qu'il y a des fois des trucs. Les investisseurs, en Afrique, ils peuvent avoir des très forts... là où il y a des entrepreneurs, il y a des retours sur investissement. Oui. Logiquement. Mais les gens, ils veulent pas de risques. Bah si, ça dépend. Ça dépend du tout. Sur l'Afrique, ils sont très, très, très frileux. Mais qui ont? Parce que... Les investisseurs. Bah, les investisseurs, ça pourrait, au lieu de dire nourrissez, sauvez un enfant pour 10 balles, c'est mettez 100 € et vous aurez 2% ou 3% de rendement parce qu'ils ont une croissance folle. Alors, ils ont une croissance folle, ils ont quand même le sujet de la corruption. Le problème, ça, c'est que ça mine la confiance. Tu le sais comme moi, tu connais la finance, c'est basé sur une émotion, qui est la confiance. Si t'as pas confiance dans les marchés, si t'as pas confiance dans le fait que ton billet de 100 € va te permettre d'acheter un canapé justement, à 100 €, est-ce que les organismes humanitaires ne pourraient pas avoir ce rôle, c'est-à-dire investir dans des boîtes pour développer avec un rendement? Alors, en fait, si on veut donner envie aux gens d'envoyer de l'argent, il faut leur promettre des sous. C'est un truc qui marche plutôt pas mal. C'est clair. Et là, par contre, ça peut dévaler, quoi. Si on a 5% de rendement en investissant au Congo via des organismes humanitaires qui font ça proprement... Beaucoup plus que 5. Oui. En Ouganda, les taux d'intérêt pour le particulier étaient à 25%. Bah après, il faut voir la dévaluation de la monnaie, quoi. Elle était assez stable, c'était pas une des pires. Il y avait une grande stabilité. Moi, je suis resté 3 ans, c'est toujours été le même cours. Donc, tu vois, c'est même pas la monnaie. C'est juste le risque est important. Et puis surtout, les banques étant dévoyées, comme on l'a vu dans le premier podcast, elles sont pas là pour financer l'économie réelle. Donc, elle te met un taux hyper important parce qu'en fait, elle a pas envie. Elle préfère prêter à l'État sous forme d'obligations d'État, puisque l'État emprunte sur le marché, où là, elle va avoir seulement 15, mais sans risque. C'est un vrai sujet de pourquoi les banques ne font pas leur boulot de financer l'économie réelle. Là, il y a un sujet pour les organismes humanitaires. En plus, ils pourront payer les gens. Alors ça, ce serait une révolution culturelle. Quand j'ai essayé de mettre la notion de business dans l'humanitaire, venant en plus de la bande d'affaires, t'imagines l'accueil. L'idée, c'est qu'on a quand même été hyper loin. Le verre est dans le fruit. Tu vois, on fait les activités génératrices de revenus. C'est quoi? C'est pas du business, ça? Ah non, c'est une activité génératrice de revenus. On a inventé un mot, quoi. Cash for work. De l'argent contre du travail. Oui, ça s'appelle un patron. Ça s'appelle un emploi. C'est ça. Mais non. On a inventé toute une nomenclature pour que l'humanitaire ne soit aussi loin que possible du business. C'est un gros mot, le business. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Si tu fais du levier avec le business, ton impact, il est démultiplié fois 100. Alors, t'as le petit souci d'une ONG ou d'une association qui a un statut spécial. Elle peut avoir des activités commerciales. Il faut qu'elle soit minoritaire par rapport au tout. Sinon, elle devient imposable comme une entreprise. Enfin, elle est déjà imposable comme une entreprise, mais elle est requalifiée. T'as plus la défiscalisation du don. Le problème, s'il y a de l'argent qui rentre. Parce que défiscaliser pour des choses à perte, oui. Mais... Enfin, il y a une transition à opérer. Moi, je pense qu'il faut stimuler. Il faut avoir des activités sur place qui stimulent l'économie. Donc ça s'appelle les activités génératrices de revenus. C'est bien, mais ça devrait aller encore plus loin dans ce sens, les sens des formations et les sens des créations de business. Donc le problème, c'est les activités génératrices de revenus étant dans un univers humanitaire, ça va être, on va faire des savons, si ça gagne pas d'argent, c'est pas grave. Alors qu'en fait, on pourrait avoir une culture. Si, ça marche. Attends, t'as un gros business du savon. Tu peux le fabriquer localement, c'est vachement simple et tout le monde veut acheter des savons. Pourquoi pas? Simplement, faut faire du profit sur le savon.
Oui. Et là, il faut avoir donc une approche business du savon. Et comme l'activité génératrice de revenus est une subvention d'un humanitaire pour faire tourner un pseudo-business de savon pour que les... Tu vois, c'est là où... non, mais disons-le, c'est un business. Donc, on va les équiper avec des formations de gestion pour qu'ensuite, dans une incubation à 2-3 ans, son business soit établi de coiffeuse, de vendeuse de ci, de vendeuse de ça, etc. Mais pour ça, tu vois, c'est une approche qui est dans venture, la tête à la fin, des c'est du humanitaires. venture capital qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Et pourquoi Action contre la faim a pas une j'y suis antenne plus, venture hein, capital? j'y Non, mais suis justement, plus. non, mais Action contre la faim Ouais, ou d'autres, oui, hein, j'en l'autre. sais rien. Moi, j'avais un DG, on Mais- voulait pousser là-dedans. Ça met du temps parce que tu as vraiment une psychologie qui vient de loin et qui vient de vraiment très très loin, où l'aide au développement doit être, voilà, la main en On haut doit qui perdre donne de à la main l'argent, en quoi. bas. C'est- Non, mais on est là pour donner, on est là faire le bien, on est là pour sauver des vies, on n'est Oui, pas mais là en pour fait, faire moi, du business. alors j'ai tendance à dire personnellement que quand on donne de l'argent, c'est pas viable parce qu'au final, on finit toujours par le perdre et il à en fait reste rien d'accord. à la fin. C'est ce que je Donc disais. c'est nul en fait. Si c'est pas rentable, c'est nul en fait. Je disais aux femmes en Ouganda, on a C'est fait une pas- initiative femmes, Women for Women, et l'idée, je leur ai dit, on ne donne pas d'argent. Bon, déjà, quand tu es occidental en Ouganda et que tu es l'ambassade de France, des amis des US qui étaient avec moi et tout, et qu'on dit, on va pas vous donner d'argent, ils sont là, mais non, mais vous nous donnez de l'argent toute la journée, pourquoi vous nous donnez pas d'argent? Et on va dire, on va vous donner mieux que l'argent. On va vous donner les moyens d'aller chercher l'argent. Parce que tu bah me oui. donnes de l'argent, tu le dois dépenser. Le pêcheur, hein, je te donne pas du poisson, je te donne une canne à pêche. C'est ça. Donc en fait, il faut donner aux gens les moyens de les équiper avec du mentoring, de la formation à la gestion de projet, à la finance, au marketing, etc. Pour qu'ensuite, et ça prend un petit peu de temps, mais derrière, ils sont capables de faire des propositions aux banques où ça tient la route, ils vont le Ouais, faire. mais il y a vraiment il y a des gros obstacles que les acteurs privés classiques sont pas capables forcément de passer par eux-mêmes, parce que moi je suis actionnaire d'une boîte qui c'est on va dire une multinationale, parce qu'il y a Japon, Turquie, Allemagne et Sénégal. Ouais. Ah, Et bien. Sénégal. Et le patron fondateur s'est battu pour qu'on aille au Sénégal parce que c'est une misère. Enfin, déjà, on s'est fait piquer la filiale. Le mec a... Mais après, Ça il a commence fallu bien. 4 ans ou 3 ans pour la récupérer à grands coups de décisions de justice qui ont été exécutées par l'armée. Il a fallu remonter au président pour régler l'affaire. Enfin, je veux dire, tu montres ça à n'importe quel businessman en France qui est Il dit plus pas jamais. capable d'Afrique au cœur, quelque part, il dit non mais c'est fou, moi je vais pas... Tu C'est vois ça le risque. Hein? C'est ça le risque. Donc, Ah, c'est enfin, pas il y a un des- risque, c'est un mur de 8 mètres de haut et toi Bon, déjà, il y a 54 pays en C'est- Afrique, donc effectivement, t'en as des plus compliqués que d'autres. T'en as des très, 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 très Et compliqués. tu mets encore où le plus compliqués. Sénégal? Il est très compliqué. Très compliqué. Il est connu Ouais. comme étant très compliqué. Le Nigeria est très, très compliqué. Pour d'autres raisons, il y a beau, c'est une économie. En fait, c'est une économie à elle toute seule. Donc, les businessmen nigérians font du business au Nigeria. C'est un marché. D'ailleurs, ils aiment bien fermer leurs frontières. Mais c'est très, très compliqué. L'Éthiopie, très, très compliqué parce que très, très bureaucratique, par C'est exemple. pour ça que je pense à des organismes humanitaires qui ont une longue carrière et une longue expérience dans ces pays. Ah oui, mais Qui veux-tu qu'il y aille à la culturelle, place? Révolution culturelle, je te dis, Ah, c'est pas dans les mentalités, ça. Moi, tu Ça me trouves vient, des hein. business à 15%, je t'envoie l'argent. Hein. Oui. Non. Eh oui. Non, mais, Oui, et après, quand tu me dis, ouais, mais on n'a plus la défi, je dis, ouais, alors, au pire, tu la mets Ouais, faut quand en même trouver, Belgique, parce tu que la mets, je sais si pas où. t'as ton 15%, tu vas perdre, hein, quand même, sur certains projets qui, comme au Sénégal, voilà, t'as des projets qui vont foirer. Donc, en fait, le risque, Non, mais la il est quand fiscalité, même c'est sur réel. les bénéfices, donc on s'en fout. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que le rendement à 15%, il est associé à un risque, donc il faut, enfin, c'est du venture capital, c'est exactement ce que Ouais, tu as c'est dit, ça. c'est gros prise de risque, gros revenu. Mais si j'y vais avec Action contre la faim adossé, bah, passe plutôt pas mal. Alors, pas tout à fait pareil, mais je suis aussi au conseil d'administration de la Fondation Énergie pour le Monde, qui est en train de réfléchir à un nouveau modèle, qui est de dire, on prend une ONG et un business de l'eau, de l'énergie ou quoi que ce soit, et ensemble, ils montent un projet. Et donc là, c'est une sorte de phase transitoire, mais tu as quand même le business qui va faire son business et l'ONG qui va pouvoir apporter son savoir-faire et démultiplier l'impact à travers une boîte qui va prendre un peu de risque, mais pas trop, etc. C'est une des premières avancées pour faire se parler ces mondes et trouver des business models qui peuvent marcher. Mais de faire basculer une ONG dans un venture capital, ils te disent on n'est pas là pour ça, et ils ont raison en partie. Il y a des moments, il y a d'énormes trous dans la raquette de gens qui ont des besoins et ils sont là en premier lieu pour eux. Il y a une grosse crise, tu vois un tremblement de terre, un tsunami, etc. C'est pas les ventures capitalistes qui vont aller mettre les tentes et sauver les gens. Donc, il y a un métier non, mais il y a d'urgentiste, l'urgence. tu vois.
Il y a l'urgence, et puis après, il y a la pérennité, il y a le développement. Tu as des associations comme AgriSud, que j'aime beaucoup, qui ont 2 piliers, l'agroécologie et un manuel de gestion pour les très petites entreprises. Donc, ils équipent les agriculteurs, mais parfois, c'est 1000 mètres carrés, c'est des petites exploitations agricoles, mais ils les exploitent, ils les équipent avec les 2 choses. C'est fait de l'agroécologie parce que c'est mieux en rentabilité, c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour la santé, etc. Et voilà comment vous allez gérer votre TPE. Et ça, c'est une approche qui, pour moi, est déjà une avancée vers le business, et il finance ça. Le microcrédit participe complètement de cette philosophie. Il est là pour ça aussi, le microcrédit. C'est des oui, petits... mais c'est c'est à micro-échelle, quoi. C'est-à-dire, c'est le taxi, c'est le pouce-pouce, c'est le tuk-tuk, c'est le machin. En Afrique, tu montes pas comme ça une multinationale. Hein. Faut déjà commencer par irriguer, tu vois, puis ensuite... tu me disais que le Nigeria, ils étaient déjà ils en ont, mais c'est par exemple... Pourquoi est-ce que Aliko Dangote est le milliardaire le plus important d'Afrique? Il a quand même bénéficié de certaines circonstances. C'est-à-dire que le ciment... Le prix a été fixé de manière stable et haute au Nigeria, et lui, c'est un cimentier. Donc, en fait, il a bénéficié d'un marché complètement captif où il n'y avait pas d'entrée de ciment et un prix réglementé. Bon, il était doué, hein, mais enfin... c'est une base. Voilà. Il a quand même bénéficié de circonstances très, très importantes. Et ensuite, il s'est diversifié. Il veut faire la plus grande raffinerie du monde au Nigeria, etc. Donc, il y a des businessmen, etc. Mais ça fait longtemps qu'il y est quand même. Hein. Il est pas né comme ça. Mais tu peux irriguer des petits business. Tu peux ensuite les agglutiner ensemble pour que tu as des coopératives. Par exemple, moi, je crois beaucoup aux modèles coopératives. Coopératives, tu peux commencer à avoir une taille critique dans le sucre ou dans n'importe quel autre, ou en multi en fruits et légumes. Et puis ensuite, tu finances une usine de transformation locale pour faire des jus en marché local. Et là, tu peux commencer à avoir une certaine taille critique. Et là, je dirais que, mis à part le risque du pays d'avoir une guerre, un coup d'État ou je ne sais quoi, le risque, il est plutôt bas. Et là, tu as quand même un bon rendement puisqu'il n'y a rien. En fait, aujourd'hui, par exemple, au Ouganda, que je connais mieux, tu avais les fruits qui étaient en Ouganda, qui étaient exportés au Kenya, transformés au Kenya en jus et réimportés. Tu imagines la marge qui se passe. Donc, si toi, tu la récupères en local, c'est très profitable comme business. Oui, puisque tu étais ambassadrice en Ouganda au nom de la France. Ouais, voilà. Comment c'est arrivé? En fait, j'ai fait 11 ans d'humanitaire, 9 ans de conseil d'administration avec Action contre la faim. Et puis, j'aime bien, comme on en parlait précédemment dans le podcast sur la politique, le renouvellement des institutions, quelles qu'elles soient, et dont aussi l'humanitaire. L'humanitaire, parfois, tu as des ONG dont le conseil d'administration, les gens sont là depuis 25 ans. Je pense que c'est un peu... Mais tu as des gens en politique qui sont là depuis 30 ans. Hein. Et comment tu peux t'attendre à ce que des gens qui sont dans le système depuis très très longtemps le transforment? Moi, la phrase que j'entends plus souvent, c'est « on a déjà essayé et ça marche pas ». Sauf que toi, quand t'es nouveau, tu dis oui, mais peut-être que maintenant, c'était il y a 10 ans, donc les circonstances ont changé, puis on peut réessayer différemment. Mais vous avez essayé Internet, quoi ça? Non, mais c'est vrai que les gens sont là depuis trop longtemps, ils vont t'expliquer que rien ne marche et tout. Donc on a changé les statuts pour que tu puisses pas t'éterniser. Donc moi, je partais. C'était sûr, je partais à une certaine date. Donc je travaillais beaucoup avec le Quai d'Orsay sur les différents théâtres, et donc j'ai rencontré des diplomates, et j'ai commencé à nouer certaines amitiés. Et j'aurais dit, qu'est-ce que je pourrais faire après ACS? J'ai envie de trouver du sens, de l'impact, de m'engager. Et c'est là où ils m'ont dit, pourquoi pas ambassadrice? Et j'ai dit, mais tu n'y penses pas, je n'ai pas fait le circuit qu'il faut, etc. Et ils ont dit, oui, mais il y a une volonté d'ouverture et de féminisation du corps diplomatique, et tu as le profil, etc. Donc, de manière complètement inhabituelle pour le Quai d'Orsay, et qui n'arrive quasiment là, je suis allée frapper à la porte du ministère des Affaires étrangères en disant, et si, est-ce que je pourrais être ambassadrice, quoi, en gros. Et ils m'ont dit, oui, tiens, pourquoi pas? Tombe bien, il n'y a personne qui voulait y aller. Oui, le profil, et donc je suis partie en Ouganda comme ça. J'ai été d'abord nommée sous le gouvernement Hollande, et ensuite j'ai continué à servir sous le gouvernement Macron. D'accord. Et je suis partie en septembre 2020, puisque j'ai monté le sommet Afrique-France qui devait se tenir à Bordeaux, raisonnement économique, exactement ce qu'on est en train de se dire, et on aurait pu à ce moment-là faire exactement ça, montrer cette Afrique qui entreprend avec des petits entrepreneurs et aussi les grandes entreprises. Donc, montrer cette image de l'Afrique où, sincèrement, c'est la nouvelle frontière de demain. Les Chinois ont tout compris. Ça fait 30 ans qu'ils y sont. Vous pensez que les Chinois, aujourd'hui, quand ils vous disent on va faire les routes de la soie qui vont passer là, Moyen-Orient, il y en a, et qui vont aller en Afrique, ils sont... C'est pas pour l'humanitaire. C'est pas pour l'humanitaire.
c'est pas non plus des nuls, on voit bien, hein, on commence à comprendre que la Chine est Non, en ils sont train... pas que cons. Non, C'est pas que cons, et ils ils sont en train de prendre, d'avoir une puissance énorme sur le monde. Eux, ils nous le disent, ça fait 30 ans qu'ils nous le disent. Ils nous disent, l'Afrique, nous, ça nous intéresse énormément, on va aller. Et puis nous, on voit pas. Mais nous, parce qu'en la fait, France. eux, ce qu'ils font, ils envoient pas des Chinois, ils financent l'Afrique pour développer des business en Afrique. C'est Oui. pas ça la différence? Alors, ils font des routes pour aller chercher des matières premières dont ils ont besoin, parce que Ouais, toutes évidemment. les matières premières dont on a besoin pour nos ordinateurs, nos batteries, etc., t'en as en Chine et en Afrique. Alors, t'en as un peu aussi Puis comme ils sont un peu au nombreux Mexique et en en Australie, Chine, mais en Afrique, les terres rares... Puis il y a je veux 2-3 dire, on le Chinois sait, en hein. Chine, donc du coup, c'est Beaucoup. vrai qu'en termes de quantité, faut un continent, quoi. Bah, un peu en face. quand même, hein. Ouais. Et puis, mais nous, on n'est pas dépendants de nos téléphones, nos batteries, nos voitures électriques, etc. Et ils sont où les composants? Ben, ils sont beaucoup en Afrique, quoi. Et nous, où on est, entre guillemets, aux premières loges, avec les liens historiques, humains qu'on a avec les pays africains, Et pourquoi eux, ils y arrivent et pas nous? ah bah, eux, ils disent qu'ils vont le faire, ils le font, et nous, on met des militaires, on fait de la diplomatie, et puis l'économique, on laisse ça aux groupes français. Et les groupes français, bah, ils y vont pas, c'est des intérêts privés que servent les groupes français, donc ils y vont pas. Puis ils bénéficient de situations de rente, hein. Moi, j'ai vu des comportements de boîtes françaises où ils s'offusquaient de pas avoir le énième marché à les Africains qui avaient donné à quelqu'un d'autre. En fait, on passe à côté de quelque chose, là, en ce moment. Véritablement en tant que France vis-à-vis du continent africain. Et c'est quoi? Parce que nos dirigeants, en fait, l'économie, ça Tout le leur monde, parle pas, quoi. les boîtes, les dirigeants ne voient pas que l'Afrique est en train de muer en profondeur, ne voient pas, alors que les Chinois nous le montrent, ils font comme ça, ils font comme ça. Et nous, on dit non, les Chinois... Mais non, concrètement, ça veut dire... Parce que la Chine, j'imagine, quand une entreprise chinoise va en Afrique, elle est appuyée par la Chine. Alors, c'est vrai qu'ils ont un que modèle très différent du nôtre. Hein. Ils arrivent avec les Timban, ils arrivent avec les financements et la boîte chinoise. Et l'État. Et l'État, c'est eux qui tiennent les deux. Et puis qui garantissent qu'ils ne se font pas piquer leur boîte au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui n'est pas le même, j'imagine. Moi, ce que je prône et ce que je voulais faire, c'était qu'on devienne un partenaire total d'un pays africain. Un partenaire total, c'est un partenaire politique, un partenaire sécuritaire, on le fait très très bien, un partenaire de développement, on met beaucoup d'argent, et un partenaire économique. Quand tu deviens un partenaire total d'un État, bah là, tu n'as plus de problème, hein. Parce que la dépendance mutuelle est telle que, non, moi je suis ton partenaire total. Donc là, la boîte, ça suffit. La Touche corruption, terminée. C'est terminé. Sauf que nous, il nous manque un essentiel levier, c'est l'économique. C'est-à-dire que l'économique, nous, ça nous passe au-dessus, en fait. Bah, c'est géré par le privé. Oui, mais parce que nos dirigeants, ça les intéresse pas. Bah, on reboucle au manque, sans doute, de focus économique dans nos relations géopolitiques. En gros, ils savent pas ce que c'est qu'un patron, quoi. Bah, ils savent, mais ils ont... Le commerce extérieur, ça t'aura pas échappé, est un problème quand même en France. Hein. C'est pas on est le plus... Ouais. C'est pas le plus performant. On a une balance commerciale largement déficitaire. Mais va parler aux gens du commerce extérieur. Bon, commerce extérieur, il est aujourd'hui au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est Fabius qui a mis ça là. Et c'est largement quand même financé par Bercy. Donc déjà, c'est un domaine qui est sur 2 ministères. Et tu sais comment c'est, hein, c'est pas dingue quand il y a 2 têtes. Voilà, quand t'as 2 têtes, ou bien il se passe rien, tout le monde est déresponsabilisé, ou bien il y en a une des deux qui doit partir. Bon déjà, bon, c'est pas trop à moi, c'est à moi, mais c'est pas complètement à moi, c'est plus à moi, etc. Moi, j'ai déjà eu le cul entre ces 2 chaises-là, puisque je poussais énormément, donc je passais beaucoup de temps à Bercy. Hein. Et je leur disais, oui, ça, et c'était une conversation énorme. Mais vous savez, madame l'ambassadrice, quand même, hein, que le commerce extérieur n'est plus chez nous. Qu'est-ce que vous venez voir Bruno Le Maire? Et je dis, oui, je sais que c'est plus chez nous. Mais enfin, on est quand même d'accord que les cordons de la bourse, c'est autre chose. Oui, d'accord, mais c'est plus chez nous. Et ils avaient raison. Donc, il y a eu cette guéguerre de chapelle entre les deux. Et ça a basculé du côté du quai. Sauf que le quai, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues diplomates, il est très grand parce qu'ils font vraiment, je trouve, un énorme travail politique, développemental, sécuritaire. Et heureusement qu'ils sont là. Le volet économique, il y a des injonctions, hein, il faut qu'on fasse de l'économie. Simplement, quelqu'un qui n'a pas eu de culture économique, alors ils vont passer du temps un peu dans les boîtes, ça fait pas une culture économique. Il y en a qui s'emparent du domaine et vraiment le font à fond. Il y en a qui essayent, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont pas la culture. Ouais, hein. C'est comme moi, demain matin, je suis pas sûre que je serais capable d'être ci ou ça si c'est pas un domaine que je connais depuis un moment. Enfin, voilà. Demain, on me dit, tu vas faire des data, ou tu vas être gros hacker, ou tu vas... Je suis désolée, je pense qu'avec toutes les formations du monde et tout, j'y arriverai pas. C'est pas mon domaine d'expertise du tout. Donc, j'arriverai pas à ce truc-là.
des fois, tu as des gens brillants ici, mais c'est pas leur culture. Et puis, ils sont accaparés par les autres volets. Donc, on a réussi à dissocier l'économie du reste. Et ça, nous, on voulait réintégrer l'économie dans cette politique étrangère. Et pas juste au niveau des gros contrats. On a aussi une autre fixette, c'est les gros contrats. Ça, on adore, aussi les gros contrats. C'est pas trop notre truc en ce moment, les gros contrats. En plus de ça, avec plus ou moins de succès. Sur les sous-marins, t'as plein de questions qui montent, quand même. Le pourquoi, il y a des gens quand même qui disent, ils vont assez fort, mais on n'a pas vu venir. Alors, ils disent, vous lisez pas les journaux ou quoi? Parce qu'il y avait quand même des signaux qui étaient là sur on n'est plus sûr dans la presse. Fondamentalement, en fait, c'est l'alliance qui se réorganise, quoi. Les États-Unis font leur bande Commonwealth, UK, il y a le rouleau compresseur américain qui est passé par là, mais les Australiens voulaient changer de technologie, ce qui était tout à fait normal, puisque la menace s'était montée en puissance et il leur fallait maintenant le nucléaire qui reste sous l'eau plus longtemps par rapport à celui du diesel qui doit remonter à la surface. Donc il y avait ce sujet-là, mais on s'est... je sais pas, peut-être oui, peut-être non, mais est-ce qu'on s'est battu depuis 2 ans? Ça fait 2 ans, quand même, que ça remonte, on n'est pas sûr, c'est peut-être pas la bonne technologie. Est-ce qu'on s'est battu bec et ongle pour dire, attendez, nous, les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, c'est ce qu'on fait, en fait. On va adapter un nucléaire à gasoil pour vous. Donc on peut tout à fait faire le nucléaire, on sait faire. Pourquoi on l'a pas fait? Je sais pas. De toute façon, à mon avis, le fin fond de l'histoire, je suis pas sûr qu'on l'ait, mais il y a une possibilité qui a été de dire non, on avait signé, on s'est pas fait de soucis. On s'est pas fait de soucis, on a signé, etc. Et on s'est peut-être fait avoir. C'est-à-dire qu'en plus, on s'est laissé surprendre parce qu'on l'a pas vu venir, parce que c'est ça. donc on a vraiment une culture business qui est pas grande. Américains, vous êtes le rouleau compresseur américain, on peut rien faire, mais nous, on est dans AUKUS, quoi. Vous nous mettez dedans. On est un acteur de l'océan Indo-Pacifique, on est dedans. Essayez pas de bypasser en faisant l'anglo-saxon. Et d'ailleurs, ce serait malin de nous mettre dedans. Au lieu de faire un front anglo-saxon, faites un front occidental élargi. Parce que nous, derrière la France, il y a quoi? Il y a l'Europe, finalement. Alors que si à l'inverse, vous sortez la France, vous sortez l'Europe. Il y a peut-être un coup à jouer, j'en sais rien. Pas sûr que les Américains, ils attendent beaucoup après la France. Non, pas après la France, mais enfin l'Europe, c'est quand même là où ils vendent un paquet de leur marché. Donc en fait, le jour où l'Europe comprendra sa force économique d'acheteurs, de consommateurs, je pense on pourrait vraiment émerger comme un pouvoir au moins aussi important que la Chine et que les États-Unis. Mais aujourd'hui, on se fait la guerre entre nous. Les sous-marins en question, lors de la perte d'offres, il y avait les Japonais, les Allemands et les Français. Pourquoi on l'a pas fait avec les Allemands? Oui. Parce qu'on n'est pas encore là. Et tant qu'on sera constamment en concurrence les uns avec les autres par rapport à l'extérieur, qu'on soit en concurrence les uns avec les autres en intérieur pour avoir le meilleur prix, pourquoi pas. Mais pourquoi pas des alliances systématiques quand on a des appels d'offres à l'extérieur pour montrer notre force. Et pour aussi, les Américains, pourquoi ils y arrivent? Parce qu'ils disent c'est comme ça. Mais si demain, les Européens disent c'est comme ça, sinon on ferme les frontières à vos produits, peut-être que ça peut... On est dans une diplomatie de rapport de force. C'est ça aujourd'hui l'état du monde, c'est du rapport de force. Donc, et j'avais lu quelque part dans un article, l'Europe c'est des herbivores dans un monde de carnivores. Donc voilà, va falloir se mettre à la viande rouge. Bien sûr, je ne parle que au sens figuré, parce que dans l'autre sens, il vaut plutôt baisser la consommation. On a la côte de bœuf maturée, il n'y a pas de problème. Pas tous les jours. Pour finir, est-ce que tu aurais qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes ou des moins jeunes, mais en tout cas des gens qui veulent entreprendre dans l'humanitaire? Alors, déjà, avoir de l'espérance, ne pas s'imaginer qu'on y rentre comme ça. Donc les prendre au sérieux, les humanitaires, c'est pas juste tiens j'ai du temps, je vais y arriver et tout, c'est pas vrai. Ça c'est ultra professionnalisé et donc ils sont à la recherche de professionnels si on veut rentrer dans une ONG instituée. Se poser la question de la valeur ajoutée qu'on amène. Donc concrètement, c'est avoir un métier et des compétences précises. Absolument. Okay. Bizarrement, c'est important aussi dans l'humanitaire, ne pas débarquer comme ça. Tu t'imagines pas le nombre de lettres qu'on recevait tous les jours de gens qui voulaient juste aider. C'est pas la bonne porte. L'humanitaire, c'est très structuré, donc tu te poses cette question-là. Quand tu y arrives, tu donnes 1 an ou 2 ans de ta vie, c'est pas un truc où je vais venir 3 mois, 6 mois, c'est du long terme, c'est un vrai métier, où on est salarié, voilà, donc faut vraiment s'imaginer ça. Et puis, après, il y a, pourquoi pas, cette idée de business model parallèle. Donc, par exemple, imaginez de monter une association qui récolte des fonds, mais à des fins de soutien des initiatives économiques locales, alors petites, grandes, etc. Regardez le modèle d'AgriSud. Ça, ce serait une approche intéressante à développer, avec le plus de fortes de FAP possible.
Je suis pas sûre que je conseillerais d'aller sur les domaines du service public, dans les ministères, etc., parce que ça reste assez compliqué à gérer. Et puis, pour ceux qui veulent faire de l'humanitaire ou de l'humanitaire à vocation économique, si on peut l'appeler comme ça, bien choisir un pays, pas 14 000, regarder les partenaires locaux, s'appuyer sur des gens en local qui ont des besoins, les écouter, apprendre de cette culture pour pas y aller avec nos gros sabots d'occidentaux, fait comme ci, fait comme ça. Et je pense que si on arrive avec une optique d'entreprise à mission, d'entreprise sociale et solidaire, version humanitaire, il y a quelque chose d'hybride à créer. Mais quelqu'un qui a un esprit d'entrepreneuriat, un esprit business, et qui va en Afrique, il y a vraiment un monde d'opportunités énorme en face. Eh ben, merci beaucoup et ben, j'espère à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité, merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!